Je n'ai jamais eu peur de travailler en détention. Je me sens très sereine en détention parce que j'ai un dispositif de sécurité qui est un Motorola, j'ai un bouton d'alarme, il y a des caméras qui veillent sur moi, des surveillants, il y a du monde en détention 1, il y a plein de monde, et y compris d'ailleurs des détenus. Quand je suis dans un endroit où il y a plein de détenus, je me sens rassurée parce qu'il n'est pas rare, voire il est extrêmement fréquent que dans une agression de personnel, les personnes détenues s'interposent, ceinturent le détenu qui est auteur du passage à l'acte et nous aident à résoudre l'incident. Bonjour, je m'appelle Valérie Mousseff, j'ai 46 ans, je suis directrice des services pénitentiaires depuis maintenant presque 22 ans et aujourd'hui j'aimerais vous parler à la fois du métier de directeur, de la prison et peut-être de la place des femmes dans cet univers masculin. Alors j'ai rejoint l'administration pénitentiaire à 25 ans. J'ai réussi le concours qui est un concours de catégorie A+, de la haute fonction publique d'État. J'étais jeune à cette époque-là, j'étais étudiante. J'avais terminé un bac+5 et un master en spécialisation lutte contre la délinquance et les déviances. Et ce qui m'a poussée, c'est d'abord une dimension sociale très assumée de ma part, puisque j'ai toujours aimé les êtres humains avec des trajectoires de vie brisées, difficiles. Et la délinquance fait vraiment partie de cette catégorie-là pour moi, avec un lien très clair entre la délinquance, la criminalité et la misère sociale. J'avais donné des cours d'ailleurs en prison avec le Génépi quand j'étais étudiante. Et après, je me suis dirigée vers le métier de directrice parce que c'est celui qui me permettait d'avoir le plus de pouvoir de transformation sur le réel. Et puis surtout de me dire, puisqu'il faut diriger des prisons, autant que ce soit moi. Alors au départ, j'avais 2 ans de formation au niveau de l'École nationale d'administration pénitentiaire qui est située à Agen et qui forme à tous les métiers de l'administration pénitentiaire. J'ai vécu 2 ans un peu particuliers parce que j'étais enceinte de mon premier enfant, que je découvrais un nouvel univers et que surtout j'avais très envie de me lancer sur le terrain, d'être une professionnelle de terrain. Et c'est vrai que les cours après 5 ans d'études, plus 2 années de prépa, voilà, j'avais envie de me lancer dans le grand bain. Donc il y a eu des stages aussi, j'avais des stages de mise en situation. Et après, enfin, voilà, le premier poste qui a été directrice de détention à Saint-Quentin-Fallavier. Alors, le départ sur Saint-Quentin-Fallavier en tant que directrice de détention, j'étais très jeune, j'avais 25 ans. Donc, je suis tombée dans un établissement difficile de la région lyonnaise, où la population pénale est une population pénale vraiment compliquée, qui est reconnue comme telle. Je m'occupais de toute la détention, donc de la maison d'arrêt, du centre de détention, du quartier de semi-liberté. Et j'avais une équipe d'officiers, une équipe de gradés qui étaient tous des hommes. J'avais pas de femmes à l'époque, parce que c'était il y a déjà un moment. Les femmes sont arrivées après dans la pénitentiaire. Et je me souviens vraiment que tous les matins, par exemple, à 9 h, j'animais un rapport de détention. Et j'avais à ce moment-là une notion de l'autorité très forte, assez dure, puisqu'on est quand même dans un milieu très hiérarchisé, où il y a une notion d'obéissance hiérarchique. Et je me souviens vraiment être vraiment sur cet aspect-là et exiger de mon encadrement de bien parler, de bien écrire. Je leur avais offert je le dis dans mon livre, un dictionnaire chacun. Donc en fait, j'avais encore beaucoup à apprendre d'un milieu finalement dont je ne connaissais rien, qui avait ses codes, qui avait son vocabulaire, qui avait ses sigles, et pour lequel les études ne nous préparent pas. Très clairement, même si on a des cours de management ou de droit pénitentiaire, on ne peut pas imaginer ce que c'est que de travailler dans une prison, notamment la gestion des incidents, des refus de réintégrer. Moi, chaque fois qu'il y avait un incident, j'allais sur la coursive auprès de mes équipes. Je sécurisais l'incident, je protégeais mes équipes dans la responsabilité qui était la leur. Et c'est vrai que ça a été quand même une découverte surtout permanente, chaque jour. J'ai énormément appris dans ce premier poste, mais ça a été quand même très intense. Alors j'ai découvert à ce moment-là vraiment la diversité de profils de la population pénale. C'est-à-dire quand on parle d'un détenu, en fait ça reste un concept, un générique, un peu comme quand on parle d'ailleurs de la prison. Alors qu'en fait chaque détenu est différent, chaque parcours de vie est différent. En maison d'arrêt, il faut savoir qu'on a tous les profils qui existent, c'est-à-dire du plus petit profil d'escroquerie, de délit routier, de violence familiale ou de non-paiement même d'une pension alimentaire, au profil le plus grave, grand banditisme, vol à main armée, narcotrafiquant et proxénétisme. Enfin, vraiment, tous les profils sont mélangés. Tous les âges également, on a des jeunes de 18 ans en quartier majeur, on a des personnes de 80 ans, on a des profils psychiatriques, on a des profils très vulnérables qui sont menacés en détention. C'est ce qui m'a choqué peut-être le plus au départ, c'est de me rendre compte qu'il y a énormément de détenus
qui subissent la détention, qui subissent des violences, qui ne veulent pas sortir en cours de promenade. D'ailleurs, tous les auteurs de violences sexuelles sont dans ce cas-là, qu'ils appellent les pointeurs, qui subissent d'ailleurs de graves violences en détention. Donc, vraiment, la première chose, c'est de se dire que c'est un milieu extrêmement complexe et chaque profil est différent. Mais sur ce premier poste de directrice détention, je suivais les personnes détenues, c'est-à-dire qu'en fait, je présidais les commissions pluridisciplinaires uniques, qu'on appelle les CPU, pour leur accorder un travail, les suivre en termes suicidaires, pour ceux qui le nécessitaient, suivre aussi les indigents pour leur donner des aides. Je présidais aussi les commissions de discipline pour sanctionner ceux qui causaient problème, donc parfois aider d'ailleurs d'agents équipés en tenue par coup pour me protéger parce qu'on était dans les profils les plus violents. J'allais sur les incidents de détention, j'ai géré des incendies, j'ai géré des refus de réintégrer. Il y a une fois où on avait géré un mineur qui m'avait craché dessus d'ailleurs parce qu'il était très en colère dans le cadre d'une situation. Enfin, donc en fait, c'est la gestion de la détention, c'est le suivi des profils et faire en sorte que ça fonctionne. Alors aujourd'hui, en tant que chef d'établissement, et c'est mon troisième poste de chef d'établissement que j'occupe aujourd'hui donc à Bémao en Guadeloupe, là je suis vraiment dans la responsabilité pleine et entière de mon établissement. Donc j'ai dans mon équipe une directrice de détention, une jeune directrice, j'ai un directeur technique sur toute la partie immobilière travaux, j'ai un directeur adjoint qui me supplée en mon absence, mais qui également s'occupe de toute la partie sécurité, infrastructure, programme immobilier de construction de places, dangerosité. J'ai aussi une attachée qui s'occupe de la gestion des services administratifs et financiers et une DRH qui s'occupe de tout le suivi des personnels, de la formation, des notations, etc. Et donc moi, finalement, je suis garant à la fois d'eux, mais à la fois aussi de 21 officiers et 260 personnels. Donc c'est moi qui réponds de tout, avec une responsabilité énorme, civile, pénale, administrative, financière. Je prends les décisions. On m'appelle souvent d'ailleurs dès qu'il y a un problème. On m'appelle que quand il y a des problèmes quasiment. Et donc du coup, je tranche, je décide. Et ça nécessite en fait de l'expérience parce que ça nécessite d'avoir une vision, savoir ce qu'on veut faire de son établissement, où on veut aller. Je donne la direction en fait de l'établissement. Donc on est vraiment dans quelque chose d'un autre niveau. Je fais aussi la représentation à l'extérieur de l'établissement. Je fais encore plus en sorte que ça marche, mais mon rôle ne se limite plus à la détention. Mon rôle a vraiment dépassé les détenus pour s'intéresser au personnel notamment qui quand même constitue le fondement de mon action au quotidien, mes 260 personnels, mais également les partenaires, puisqu'on a des partenaires qui interviennent en prison, des enseignants, le SPIP, qui sont pénitentiaires, les médecins, et puis toutes les associations également. Donc voilà. Je dirige en fait, c'est vraiment de la direction d'un établissement. La surpopulation en prison est au cœur de tous nos dysfonctionnements actuels. C'est vraiment quelque chose qui ne se voit pas, qui est silencieux et qui pourtant est une violence sourde et omniprésente. Pourquoi ? Parce que là où la loi prévoit un détenu par cellule, avec une capacité nominale de 100%, on double, voire on triple les effectifs, puisqu'aujourd'hui, moi, je suis à 250% au centre pénitentiaire de Bémao. Pour 173 places de maison d'arrêt, je vais avoir 420-430 personnes détenues. Ce qui signifie des matelas au sol, plus de place, de la promiscuité, de la violence en cellule. Ce qui signifie aussi que les agents ne peuvent plus travailler dans de bonnes conditions. Donc, on est sur un système vraiment très dangereux, à la fois pour le détenu, puisqu'on a doublé les violences en cellule là cette année, à la fois pour l'agent qui ouvre la porte, qui ne peut pas s'occuper correctement d'autant de personnes détenues, qui court d'urgence en urgence, qui passe son temps à faire des mouvements, qui est débordé par les mouvements, mais également pour la société qui derrière récupère la personne détenue, si notamment on n'a pas eu le temps de faire un travail de qualité pour qu'elle devienne une personne différente, qui ait trouvé une autre trajectoire que la délinquance ou la criminalité. Donc c'est vraiment au cœur de tout. On est là dans une situation très inquiétante parce que ça n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Il y a 20 ans et aujourd'hui c'est bien pire, et notamment avec cette petite parenthèse du Covid qui avait permis de faire baisser des effectifs. Aujourd'hui, on ne cesse d'augmenter. Et la question que tous les jours on me pose, c'est « Madame, où on le met ?» Et moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas, je leur dis « Faites ce que vous pouvez, faites comme vous pouvez », mais on est archi plein et on continue à avoir des entrants. Et ça, notre vigilance, nos process de sécurité ne fonctionnent plus dans ces conditions-là. Et il faut bien comprendre que tous nos moyens humains, financiers, de ressources humaines sont calibrés sur 100%. Et il manque aujourd'hui 37 établissements de 600 places pour faire face
pour arriver à 100%, juste pour arriver à ce calibrage de 100%. Ça ne veut pas dire qu'on soit large, hein, ça veut dire qu'on sera au maximum de nos possibilités avec 37 établissements supplémentaires, ce qui est quand même ce qui montre l'ampleur du défi qui nous attend. Je parle beaucoup de la violence dans mon livre parce que la prison, c'est un milieu violent. Et d'ailleurs, le titre « La prison comme horizon » renvoie à ce paradoxe qui veut qu'en fait, on mette tous les gens les plus violents de la société dans un endroit ensemble, serrés, dans un huis clos, en pensant que ça se passerait bien. Les violences quotidiennes qu'on rencontre, c'est vraiment entre les personnes détenues. On est sur un phénomène où d'ailleurs il y a des trafiquants en prison, on sait, il y a un marché, il y a des trafics, il y a de la demande, donc il y a des pressions, il y a des violences liées à ces trafics. Et ça, c'est vraiment du quotidien. Alors ça peut être en cellule, mais ça peut être aussi sur cours de promenade. Et les surveillants passent leur temps à se mettre au milieu de ces violences-là et à essayer de faire des changements de cellules, les officiers notamment, pour essayer de réguler et empêcher ces violences. Sur le centre pénitentiaire de Bémao, on sépare les personnes détenues par gang, parce qu'on est... Alors, en hexagone, on est plus sur des phénomènes de quartier, mais là, on est vraiment sur un phénomène de gang. Donc, on fait des affectations par quartier et par gang pour éviter les affrontements collectifs, violents, avec des armes artisanales qui sont très dangereux. Et après, donc j'ai un autre chapitre d'ailleurs sur les violences envers le personnel, qui sont des violences qui sont heureusement plus rares, mais toujours très graves, vécues très sérieusement, où on met en place d'énormes dispositifs de prise en charge de l'agent, à la fois psychologique, médical, pour pouvoir, et puis de sanctions aussi, hein, puisque le détenu passe en commission de discipline, à une nouvelle sanction pénale. On fait souvent un transfert par MOS, c'est-à-dire par mesure d'ordre et de sécurité, pour définir cette ligne rouge qui est infranchissable et qui veut dire on peut tout faire pour vous, on peut vous aider, mais par contre, on ne tolérera aucune violence envers le personnel pénitentiaire, parce qu'ils sont placés sous ma responsabilité et que je n'accepte pas qu'ils puissent être en danger dans mon établissement. Alors, ce qui est certain, c'est que depuis le commencement, depuis 20 ans, tout rentre en prison. Ils rendent des stupéfiants, ils rendent des couteaux céramiques, ils rendent de la drogue, de l'alcool, de la viande fraîche, parce qu'il faut savoir qu'ils n'ont pas le droit à la viande fraîche, donc ils se le font livrer en prison. Et alors, comment ça rentre? On a identifié 3 voies d'entrée qui sont très claires, qui sont d'abord les projections. Donc, souvent des mineurs, hein, qui sont des petites mains recrutées par les réseaux criminels, lancent à l'intérieur par un lance-pierre, tout simplement, tout à fait bêtement, je dirais, par lance-pierre, bombardent les intérieurs des établissements pénitentiaires, par-dessus le mur d'enceinte, et après, les détenus, depuis la fenêtre, ramassent tout ce qu'ils peuvent pour le faire entrer dans les cellules. Ça a été le cas dans tous les établissements pénitentiaires dans lesquels j'ai travaillé. Et encore à Bémao, c'est le cas. Il y a des projections quotidiennes dans les établissements qui représentent un vrai danger pour nous. Il peut y avoir des lames de scie pour des évasions. Les portables, ça peut permettre évidemment de continuer les trafics. Donc ça, j'ai un chapitre qui dit « tout rentre ». Oui, tout rentre dans une prison, les trafics continuent. Et puis, on essaie quand même de lutter. On fait en sorte de ne pas accepter ça. Donc, on fait des fouilles. Alors, la deuxième voie, peut-être je ne vous ai pas dit, mais c'est les parloirs famille, puisque la loi permet maintenant à un détenu de ne pas le fouiller après. D'ailleurs, c'est la loi, de ne pas les fouiller après un parloir famille. Donc, la famille ne sonne pas au portique. On ne la fouille pas. Elle remet un objet à un détenu qui le rentre en détention s'il n'est pas fouillé ou qui se le cache en interne dans son corps s'il est fouillé. Donc de toute manière, c'est un moyen qui est utilisé depuis le bagne, hein, qui a toujours été utilisé dans les détentions. Donc de toute manière, quoi qu'on mette en place, à part peut-être des portiques qui sont des scanners corporels, tout rentre en prison. Moi, je crois que même si on met en place des moyens, aujourd'hui, moi, sur mon établissement, j'ai un dispositif anti-drone pour lutter contre cette menace nouvelle des drones qui livrent directement dans les cellules, donc ça marche très bien. On est en train de mettre en place aussi un caillebotis qui permet d'empêcher les détenus de ramasser les projections et de limer aussi les barreaux. Ça marche très bien, mais quoi qu'il arrive, de toute manière, les détenus trouveront des voies de contournement parce qu'ils n'accepteront pas de se priver d'un aussi grand réseau que la prison. Et donc forcément, on sait qu'il y aura d'autres dispositifs à inventer et d'autres moyens à trouver. Alors une difficulté majeure et assez méconnue, c'est la proportion de troubles psychiatriques en prison. En prison, on a à peu près 30% de détenus qui présentent des troubles psychiatriques, dont certains extrêmement graves. On est sur de la paranoïa, sur la schizophrénie, sur des troubles tellement graves que la personne détenue est hors d'atteinte pour nous en termes rationnels et en termes de parole.
puisque vu qu'on n'est pas armé, qu'on gère tout par la parole, on n'arrive pas à gérer ces personnes détenues-là, qui peuvent être extrêmement dangereuses pour les autres détenus, mais pour nous-mêmes. D'ailleurs, les plus graves agressions que j'ai connues récemment, c'était des détenus avec des troubles psychiatriques graves qui les ont commises, parce que c'est toujours des violences qui sont difficiles à imaginer, imprévisibles. Alors pourquoi on en est là? Parce que l'hôpital psychiatrique, depuis des années, a fermé ses lits en ambulatoire pour des motifs budgétaires, et que finalement, il n'y a plus de structure adaptée à l'extérieur pour les personnes dangereuses quand elles présentent des troubles psychiatriques graves. Les consultations se font en ambulatoire, la personne vient la journée mais ressort, et donc ne peut pas être laissée dehors évidemment quand ce sont des criminels. Je vois en Guadeloupe par exemple, si je prends l'exemple de la Guadeloupe, on n'a qu'un hôpital psychiatrique de proximité qui n'est absolument pas sécurisé et adapté pour gérer des personnes détenues. Il n'y a pas de personnel de sécurité, il n'y a que des infirmières. Ils peuvent très vite s'évader, d'ailleurs j'ai des évasions de l'hôpital psychiatrique. Donc en fait, c'est très compliqué pour nous d'assurer ce lien-là. Il n'y a pas du HSA qui est un établissement pénitentiaire sécurisé où travaillent à la fois des soignants et des pénitentiaires. Il n'y a pas non plus d'UMD qui est une unité pour malades difficiles. Donc on manque de structure. Donc on se retrouve finalement en détention avec tous les cas les plus graves de l'île. Mais c'est le cas, ça a été le cas des autres établissements où j'ai travaillé. Et ça, c'est terrible pour nous parce que nos process ne sont ni suffisants ni adaptés, et que ça nous prend surtout tout notre temps, parce que quand vous avez un arrivant ou un détenu qui, je le marque dans mon livre, qui siffle des chants d'oiseaux, je ne vois pas ce qu'on va pouvoir en faire. On n'a aucune perspective de réinsertion, aucune perspective d'insertion à part des soins. On a quand même la chance d'avoir un service psychiatrique dans l'établissement qui les prend en charge de façon massive, mais en détention, c'est aussi très méconnu, le détenu peut refuser de se soigner, peut être en rupture de traitement, et là c'est un signal d'alarme rouge qui s'allume pour nous, parce que possiblement un passage à l'acte extrêmement grave. Alors malgré tout, je n'ai jamais eu peur de travailler en détention. Je me sens très sereine en détention parce que j'ai un dispositif de sécurité qui est un Motorola, j'ai un bouton d'alarme, il y a des caméras qui veillent sur moi, des surveillants, il y a du monde en détention, hein, il y a plein de monde, et y compris d'ailleurs des détenus. Quand je suis dans un endroit où il y a plein de détenus, je me sens rassurée parce qu'il n'est pas rare, voire il est extrêmement fréquent que dans une agression de personnel, les personnes détenues s'interposent, ceinturent le détenu qui est auteur du passage à l'acte et nous aident à résoudre l'incident. Donc finalement, je n'ai jamais eu peur de la détention, et puis surtout je me dis, ils ont commis ce qu'ils ont commis, l'acte est derrière eux, maintenant je suis face à un homme, et puis ils ont d'autres intérêts en détention, hein. Ils savent aussi très bien, les détenus sont experts du milieu carcéral, savent très bien quel pouvoir on a sur leur détention, sur leur sortie, et donc en tant que directrice, je suis quand même particulièrement protégée par rapport aux détenus qui sont toujours très respectueux, qui me disent bonjour madame la directrice, qui sont très prévenants. J'ai quand même très peu de cas, ils sont très rares où ça s'est mal passé. La peur, c'était plutôt une peur sur l'extérieur. Dans mon premier poste, je me suis retrouvée seule avec ma fille, habiter à Villefontaine, qui est une zone prioritaire de l'État, de la ville. Et là, c'est vrai que j'avais quand même peur d'attaques sur l'extérieur. Donc j'avais une procédure de sortie que je décris dans mon livre pour essayer d'anticiper, parce qu'on marche beaucoup par procédure dans le milieu pénitentiaire, pour essayer de me dire j'ai un petit sac, j'ai des chaussures, j'ai de quoi sortir en urgence s'il faut sortir de la maison en urgence. Et d'ailleurs, récemment, les attaques coordonnées contre le personnel pénitentiaire a donné lieu à des mitraillages de logements de fonction au niveau de Villefontaine, là où j'habitais précédemment. J'ai eu également 2 situations, une à Saint-Quentin-Falavier, où des individus ont foncé dans les véhicules direction pour les intimider, donc où j'étais directrice de détention, mais également à Grenoble-Vars, alors que j'étais chef d'établissement, qu'on avait fait une fouille le matin même où on avait découvert énormément de quantités de stupéfiants, et où le soir, pendant la nuit, des individus sont venus armés de Kalachnikov et ont mitraillé les véhicules direction. Le message pour moi était extrêmement clair, ça voulait dire on fait ça la nuit, mais on peut venir la journée, et ça peut être beaucoup plus dramatique. En tout cas, il y a cette tentative d'intimidation, du narcotrafic sur les personnels pénitentiaires, et c'est pour ça que c'est très important de mener cette lutte contre le narcotrafic, puisqu'ils ont la puissance financière, ils n'ont aucun problème de recrutement, ils sont très intéressés, très investis par les prisons, évidemment, qui, comme je le disais, représentent un marché où les produits se vendent cher, du fait des difficultés d'approvisionnement, et qui sont très intéressants avec les 85 000 détenus qui sont actuellement sous écrou. En détention, il y a des incidents que je dirais quotidiens,
des refus de réintégrer, des violences verbales, des tentatives de suicide. Enfin, on a des incidents que je décris dans un chapitre comme plutôt quotidiens, qu'on sait très bien gérer, qu'on gère quasiment tous les jours, les officiers, les gradés, les surveillants, on sait faire. Et puis, il y a les incidents qui représentent de véritables gestions de crise, où là, pour le coup, mon rôle en tant que chef d'établissement, c'est ouvrir une cellule de crise pour faire face, avec des partenaires de type GIGN, RAID, ERIS, pompiers, etc. Les dernières que j'ai ouvertes de cellules de crise, ça a été des incendies. J'ai été confrontée à 2 incendies au niveau du centre pénitentiaire de Baie-Mahault, qui avaient nécessité l'évacuation totale de quartiers. Mais j'ai également géré des émeutes à Grenoble-Vars, et notamment, je le raconte dans mon livre, une émeute qui a eu lieu la semaine même de ma prise de poste en tant que chef d'établissement. Alors que je ne connaissais pas les lieux, pas les personnes, même pas comment on ouvrait ma salle de crise. Enfin, ça a été quand même un grand moment de solitude. Et en plus, on faisait face à une émeute très violente, où il se faisait lancer des barres de fer dans la cour. Il a fallu intervenir avec des chiens, le RAID, les ERIS, de façon coordonnée pour mettre fin à cette émeute. Donc en fait, voilà, j'ai plusieurs exemples de cellules de crise qui se sont mis en place, et c'est toujours quelque chose quand même de très dur émotionnellement. Lorsque j'ai pris mon poste de chef d'établissement du centre pénitentiaire de Baie-Mahault, situé en Guadeloupe, j'ai trouvé une prison qui ressemblait énormément aux prisons que j'avais pu diriger avant, parce que finalement les fondamentaux de notre mission, du quotidien, du besoin de reconnaissance des personnels ou d'amélioration des conditions de détention, ça ne change pas. Par contre, dans le contexte, il y a des vraies différences. D'abord parce qu'il y a des leviers qui nous manquent en termes de gestion. Des leviers importants, par exemple les transferts en désencombrement, on ne peut pas en faire parce qu'il n'y a pas de prison capable d'accueillir nos détenus en nombre. On est très isolé sur l'île, donc il y a des difficultés d'approvisionnement. C'est-à-dire que quand je commande par exemple des matelas pour la détention, ils vont mettre 6 mois à arriver, donc c'est très long. Il y a aussi une autre typologie de personnel. Les personnels de Baie-Mahault sont des surveillants qui sont très anciens, parfois jusqu'à 65 ans sur une coursive, avec une moyenne d'âge de 54 ans. Nous n'avons pas de stagiaires. Donc ça montre aussi qu'on n'est pas du tout comme sur Grenoble ou Nice, sur des jeunes stagiaires qui arrivent et qui ne connaissent pas le métier. Donc on est sur quand même des personnels qui peuvent avoir aussi des problèmes de santé ou de fatigue liés à l'âge. Même s'ils connaissent très bien leur travail au demeurant. On a aussi des structures qui nous manquent. Je parlais des structures psychiatriques, mais on n'a pas d'ERIS. Voilà, s'il y avait un incident, pour l'instant, je me félicite, on n'a pas eu de trop graves incidents, mais on est très vite seul. En tout cas, on n'a pas des renforts adaptés forcément. Et puis, on a des risques qui sont tout à fait nouveaux pour moi. Le risque cyclonique. Quand il y a un cyclone, on est en degré d'alerte maximum, en alerte violette. Les personnels dorment à l'établissement, on dort à l'établissement avec les détenus pendant le cyclone. Donc on a aussi un risque de volcan. On a tous les risques naturels en Guadeloupe. On a le risque de cyclone, mais aussi de volcan. On a le risque de tremblement de terre, qui est un très gros risque. On a le risque de tsunami. Enfin voilà, tout ça sont des choses qu'on connaît quand même peu en France hexagonale. Et on a également une typologie de population pénale qui est très différente. On est sur des prévenus criminels pour meurtre, beaucoup de meurtres par arme à feu, des vols à main armée, donc toujours par arme à feu. On est sur une jeunesse qui est complètement désœuvrée, donc du narcotrafic évidemment, mais souvent des petites mains. Bien entendu, qui tombent en prison, et surtout une misère sociale très très forte. Donc un taux d'homicide à l'extérieur qui est 10 fois supérieur à l'Hexagone, avec une organisation par gang qui est sur le modèle nord-américain, et puis des bidonvilles, une misère qui est vraiment le terreau de cette criminalité. La mission qu'on a en tant que pénitentiaire, elle est double. Elle est d'abord d'assurer la sécurité de la société, puisque nous sommes la 3e force de sécurité de l'État, après la police et la gendarmerie. Et évidemment mettre du cadre, surveiller les personnes détenues, les maintenir à disposition de la justice et empêcher les évasions. Ça, c'est un premier domaine. La deuxième dimension, c'est absolument faire en sorte que la prison ait du sens, et ça, on y tient beaucoup, et que nous essayons en détention de mettre en place des leviers, des rencontres,
des possibilités pour la personne détenue de découvrir qui elle est vraiment, en tout cas qui elle veut être dans l'avenir après sa sortie. C'est pour ça qu'on développe des programmes d'activité, de formation, d'enseignement, de rencontres avec des auteurs, enfin tout ce qu'on peut pour découvrir l'art, la culture, la musique, la montagne, la nature, tout ce que les personnes détenues n'ont jamais pour l'instant appris, parce qu'ils sont très en retard, souvent ils n'ont appris que la violence. Et donc on essaie de leur faire voir ce qu'est la vie. Par exemple à Grenoble, les jeunes détenus grenoblois n'avaient jamais mis un pied en montagne alors qu'il y a des massifs absolument fabuleux. Donc on leur apprenait la montagne par des permissions de sortir. Et en fait, il y a plein de belles histoires qui se produisent comme ça où la personne détenue se trouve un talent, a son premier diplôme, est très fière d'elle, continue sur cette lancée et finalement se sort de la délinquance comme ça grâce à la prison. Donc j'en parle aussi dans mon livre de belles trajectoires de vie. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas simplement surveiller la prison, c'est aussi veiller sur les détenus et faire en sorte qu'à la sortie, il n'y ait pas de nouvelles victimes. Et ça, c'est un rôle qui nous tient vraiment à cœur. Il faut se dire que toutes les activités qu'on organise en détention ne sont jamais des activités de confort, n'ont jamais aucun but. Soit elles permettent de maintenir un équilibre entre la très grande difficulté de supporter les conditions de détention et pour faire un petit peu la soupape de la cocotte minute, pour leur permettre de souffler un peu et pour nous de prendre moins de risques en détention que ça explose, soit d'apporter à chaque détenu quelque chose. Par exemple, les activités de respiration, de yoga, de relaxation. C'est loin d'être du luxe. On a énormément de détenus qui arrivent en détention parce qu'ils ne savent pas gérer leur colère ni leurs émotions, qui sont extrêmement réactifs dans la relation à l'autre et qui du coup, on le voit par exemple dans un incident, un accrochage en voiture, la personne va sortir, va donner un coup de couteau, va tirer sur le conducteur, le tuer. Là, on est vraiment purement dans la gestion des émotions et c'est pour ça que c'est extrêmement important pour nous de travailler sur apprendre à gérer ses émotions, apprendre à contenir ses frustrations, ses contrariétés, parce que finalement, leur vie à l'extérieur sera remplie de cela. Il faut qu'ils apprennent à réagir avec le savoir-vivre ensemble et comme des adultes finalement. Donc ces activités-là ont vraiment pour moi beaucoup de sens. Alors il faut savoir que quand on est directrice ou directeur des services pénitentiaires, on a une clause de mobilité qui nous oblige à changer de poste entre 2 et 5 ans maintenant. Ce qui veut dire qu'en fait, d'abord on s'éloigne de sa famille, on vit quand même toujours seul, alors en Guadeloupe encore plus, mais sur le territoire dans lequel on travaille, on perd son réseau amical, on perd son réseau familial, mais également pour les enfants, parce qu'avant d'être une directrice des services pénitentiaires, et même si l'identité pénitentiaire pour moi est extrêmement forte et importante dans qui je suis aujourd'hui, je suis d'abord une femme et aussi une mère. Et mes enfants ont dû me suivre, ont dû être rescolarisés en cours d'année plusieurs fois, ont dû perdre leurs amis. Alors pour les adolescents, ça a été extrêmement compliqué. Donc il y a des vrais impacts sur l'organisation familiale, d'autant en tant que femme. Alors moi j'ai la chance d'avoir un mari pénitentiaire qui est affecté en même temps que moi dans l'établissement dans lequel je suis affectée, ce qui me permet de ne pas subir d'éloignement géographique et de pouvoir compter sur lui au quotidien pour m'aider, m'épauler dans mes missions, parce que finalement il m'enlève une très grosse charge mentale en s'occupant prioritairement de l'organisation familiale, des courses, des repas. Parce que moi quand je rentre le soir, je fais un bisou à ma fille, mais finalement c'est l'heure de se coucher. Et j'ai pas pu ni faire les devoirs, ni partager un repas avec elle. Et j'ai conscience quand même de tout ce que je perds auprès d'elle, parce que le métier de directeur de prison, c'est un métier d'engagement total. Il faut être 24 heures sur 24 sur le pont, jour et nuit, y compris les week-ends, dans le cadre d'astreintes. Donc je raconte dans mon livre un Noël où j'ai dû quitter ma famille tout le jour de Noël. C'était dommage, on était en train de déballer les cadeaux au pied du sapin le matin parce que j'ai fait face à une très grave agression d'agents. Que j'ai dû suivre, du coup aller à l'hôpital, gérer les équipes, préparer les mouvements sociaux du lendemain, etc. Ce qui montre vraiment l'engagement que ça demande et qui n'est pas anodin. Dans mon parcours, et c'est ce que je raconte dans mon livre, oui, j'ai eu des mouvements de découragement, des moments de doute, des moments où ça a été difficile. Il a fallu que j'utilise des leviers pour m'en sortir. Notamment le syndicat auquel j'appartiens, FO Direction, qui est vraiment pour moi une famille, qui m'a toujours épaulée quand j'ai eu des difficultés. Ma famille donc, qui est proche de moi, qui
qui est un vrai vecteur d'équilibre et de soutien. Mais également, mon institution, je raconte dans le livre deux problématiques que j'ai eues, notamment avec ma hiérarchie à certains moments. Et en parler, arriver à l'exprimer et à trouver du soutien, ça a été très important pour moi, puisque ce sont des métiers qu'on ne peut pas réaliser seul. On a absolument besoin, au vu de la responsabilité qu'on prend, on a quand même dans nos mains la vie des personnes qui nous sont confiées. Moi, j'ai 780 personnes détenues pour lesquelles je me sens responsable. Donc oui, bien sûr, on a besoin du soutien politique, on a besoin du soutien institutionnel, du soutien de sa hiérarchie, on a besoin de la reconnaissance aussi des agents. Et d'ailleurs, je le marque dans le livre, je remercie tous les agents qui me sourient chaque jour, qui m'adressent une parole gentille, qui me donnent des signes d'encouragement, parce que finalement, c'est ça qui me donne envie de continuer, de garder la foi, de porter un établissement aussi lourd. Sans tout ça, évidemment, j'aurais fait comme bon nombre de collègues, c'est-à-dire je serais partie vers d'autres métiers, parce que ça aurait été sans doute trop difficile. Alors, ce livre, je l'ai écrit à la fois pour être un témoignage de la réalité vécue en tant que professionnelle, parce que sur la prison, on dit absolument tout et n'importe quoi, et c'est vrai que je regrette que les gens qui parlent le plus fort de la prison, qui sont pleins de certitudes, n'y ont souvent jamais mis un pied. Et ça me paraissait important, on en parle peu parce qu'on n'a pas de pouvoir de communication en tant que chef d'établissement. Ça me paraissait vraiment important de dire voilà ce qu'on vit, et si vous voulez nous aider, partez de ce constat-là pour pouvoir trouver les bonnes solutions et nous aider à affronter au mieux l'univers carcéral et nous aider dans notre défi qui est quand même titanesque. Et puis, j'ai écrit aussi ce livre en termes de transmission. Je me sens à un moment donné, d'abord la légitimité, au bout de presque 22 ans de direction d'établissement, sur le terrain, au plus proche des détenus, au plus proche de mes agents. Je m'en sens la légitimité et j'ai envie de transmettre. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'apporter, j'ai plus forcément envie de faire, j'ai envie d'être dans ce rôle de transmission générationnelle. Et puis aussi parce que je sais que maintenant, voilà, ça fait 3 postes de commandement que j'effectue, que je vais devoir partir sur d'autres missions, peut-être du côté du ministère, de l'administration, enfin d'autres choses, plus sur le terrain. Et c'est aussi pour moi quelque chose de très difficile à lâcher. Et quelque part, écrire tout ça me permettra de ne pas l'oublier et de graver dans le marbre toutes ces choses qui, comme chaque pénitentiaire d'ailleurs, aurait pu écrire un livre, tellement il se passe de choses en prison. Alors, j'ai pas pu dire dans le livre tout ce que j'aurais voulu dire parce que c'est tellement énorme. J'ai dû choisir les idées, j'ai dû choisir des anecdotes, mais déjà très épais, donc je pouvais pas aller au-delà. Mais voilà, ça me permet de m'aider en tout cas à partir vers d'autres horizons ou d'autres fonctions. Ce que j'aimerais dire à la Valérie qui a commencé quand elle avait 25 ans, et même à celle d'avant d'ailleurs, qui rêvait d'être directrice de prison, j'ai envie de lui dire qu'elle ne se trompe pas, qu'elle n'aura aucun regret, que la prison lui apportera tout, la changera profondément, la transformera dans sa manière d'être, lui apportera de la maturité, lui apportera, par des erreurs commises aussi, quelque chose de beau, parce qu'aujourd'hui, à 46 ans, je me sens extrêmement épanouie, heureuse, et j'ai envie aussi de lui dire que la prison lui apportera l'amour de sa vie, donc j'ai trouvé mon mari en prison, lui apportera aussi le bonheur d'écrire un livre, ce qui était un rêve d'enfant, lui apportera aussi la chance de vivre des expériences médias fantastiques sur des plateaux et en fait lui apportera tellement de choses qu'il ne faut pas qu'elle hésite, qu'elle fonce et qu'elle n'ait aucun regret.